Je suis Nicolas et vous écoutez Perso par Capsule. Bonjour à tous, bienvenue sur Perso, un podcast hébergé chez Capsule. Je m'appelle Nicolas, je suis le présentateur de cette émission et je suis ici pour parler des liens entre les personnes qui pratiquent le jeu de rôle et leurs personnages. On va cadrer les deux, déterminer les éléments qui peuvent faire parallèle, faire contraste et peut-être mettre en lumière des rapports entre les deux qui peuvent être intéressants. Aujourd'hui, j'accueille un ami qui s'appelle Jonathan. Jonathan, est-ce que tu peux te présenter ? Salut, du coup je m'appelle Jonathan et je suis un ami. C'est très vrai. Jonathan, tu as 40 ans C'est ça. et j'aimerais que tu estimes à peu près quand est-ce que tu as démarré le jeu de rôle ? Et je pense que la toute première partie, j'ai dû la faire quand j'avais 14 ou 15 ans, je pense. Ça devait être juste avant le lycée. La toute première partie, je m'y suis mis un peu plus sérieusement dans les dernières années de lycée, je pense, ouais, genre autour de la première terminale. Super. Ouais, donc Donc 25 ans en gros, quoi. voilà, on est en train de parler d'une échelle de temps qui est plutôt longue. Tu n'es pas Oui. quelqu'un qui fait du jeu de rôle depuis peu de temps. Et sur cette échelle de temps, tu as eu l'occasion non seulement de pratiquer du jeu de rôle, mais aussi toi-même de changer de visage à plusieurs reprises sur comment tu représentes ton rapport aux gens, ton rapport à la société. Tu es devenu une grande personne et tout ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret d'un personnage que tu as beaucoup joué, par exemple quand tu étais plus jeune, ou si le premier personnage marquant que tu as joué a eu lieu plus tard, ça peut être plus tard aussi. Est-ce qu'il y a un personnage qui te revient quand tu penses à un personnage que tu as beaucoup joué ? Les personnages qui qui m'ont marqué le plus sont plutôt récents. Je serais justement intéressé d'avoir un contraste en fait entre un personnage que tu as joué en temps, quand tu étais plutôt jeune, et que tu donnes ensuite un exemple de personnage que tu as joué il y a moins longtemps. Je suis en train de réfléchir. Le personnage, je pense que les seuls là où j'ai joué le plus longtemps, ça devait être soit mon perso de D&D, soit mon perso de loup-garou. Je pense que c'est peut-être celui de loup-garou où j'étais le plus attaché. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'était c'était un Fianna de l'Hospice des Galliards. C'était complètement une parodie d'Irlandais, puisqu'on jouait à New York en plus. Donc mon père et mon frère étaient flics et moi j'étais genre musicien. Donc donc tout va bien du point de vue des clichés. C'était assez marrant parce que j'étais en position un peu intermédiaire et beaucoup en position de porte-parole du groupe, puisque l'autre personnage était un fils de Fenris, qui sont renommés pour leur subtilité, leurs aptitudes diplomatiques, comme tout le monde le sait. Ceci est un sarcasme. Voilà, qui était joué par mon frère, en plus, mon petit frère. Et une griffe rouge Lupus, donc elle aussi extrêmement à l'aise avec les interactions sociales. Ceci est également un sarcasme. Voilà. Et les interactions en général, pour donner un exemple, nous devions nous infiltrer dans l'appartement d'un méchant, un Fomori, je pense. Et je commençais à crocheter la serrure lorsque mon frère s'est transformé en Krynos et a explosé le mur. Voilà. Bah, même pas la porte, le mur, si tu veux. Krynos, la forme de combat monstrueuse des loups-garous. C'est ça. Toi, quand tu as eu le choix, du coup, à cette époque-là, on est en train de parler de ton adolescence, du coup, c'est ça ? Ouais, c'était vraiment... je devais avoir 17 ans, je pense que c'était au lycée qu'on a joué ça, ouais. Quand on t'a donné le choix entre les différentes tribus de loups-garous l'Apocalypse, qu'est-ce qui t'a amené vers les Fianna ? Et quand on t'a donné le choix entre les différents hospices, qu'est-ce qui t'a amené vers le Galliard ? Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui t'a parlé à ce moment-là, de ce qui a résonné en toi ? J'aimais bien... Mais je crois que j'aimais bien juste le lien avec le folklore celtique et la musique
qui semblait aller de pair en fait vraiment avec les Fianna. Il y avait aussi un... il y avait aussi l'idée qu'ils avaient un lien fort avec les fées, qu'on n'a pas beaucoup joué du coup. Alors c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas quasiment pas joué. J'avais déterminé dans mon historique que j'avais une alliée qui était une fée, et je crois que je l'ai dû l'avoir une fois dans toute la campagne. Et finalement, c'est pas trop intervenu. C'est vraiment ce qui m'avait attiré. Et le Galliard avait l'air d'avoir pas mal de capacités de soutien. Et notamment, je me rappelle que j'avais des capacités de soins, j'avais des capacités sur la voix ou le cri, il y avait des trucs un peu comme ça, donc ça me plaisait bien. Ouais, de jouer un personnage à la fois artistique et social, en fait. D'accord. La proposition de jeu de Loup-garou l'Apocalypse est quand même pas mal centrée sur une gestion de la violence, de l'écoterrorisme, d'une vision très désespérée et directement violente de l'écologie. Est-ce que du coup c'est des choses qui te parlaient à ce moment-là et que tu as voulu voir par le spectre justement du côté traditionnel Fianna et tout ça, et soutien et tout, ou est-ce que tu as cherché plutôt à t'écarter de cette proposition-là en allant contraster avec autre chose? Je suis pas sûr que ça a été aussi réfléchi que ça à l'époque, très clairement. Je pense que dans ma tête, le côté violence contre l'écoterrorisme était pas si loin de un truc très basique de on va latter des méchants, en fait, tu vois, de jeu de rôle, quoi. C'est intéressant en soi parce que du coup le reste de ta table était manifestement construit pour aller latter des méchants. Ouais, 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 clairement, il y avait un truc, et il y avait un peu un truc comme ça, on en retrouvait vraiment un espèce d'archétype. Mon frangin, du coup, son fils de Fenris, c'était clairement un espèce archétype de guerrier un peu bas du front, et, la, et, euh, et la Griffe Rouge, elle était vraiment dans un truc de sorcière, parce qu'elle était, comment ça s'appelle? C'était Urge, je crois, qui est très dans le deal avec les esprits, etc. Donc c'est elle qui vraiment gérait beaucoup tout ce qui était parler aux esprits, aller dans l'Umbra. Dès qu'on était dans l'Umbra, c'est elle qui nous guidait et tout. Et c'était presque un archétype un peu ouais, de sorcier. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur les trucs secrets du monde, et du coup, effectivement, moi, c'est presque un barde en fait que je jouais du coup, si on ramène ça à des archétypes de Medfeint. Donc, je pense que ma réflexion sur le côté violence de l'univers du jeu est pas allé beaucoup plus loin que ça à l'époque. Et du coup, je pense que le personnage je le voyais vraiment comme un support du groupe, quoi. Moins directement, genre je vais latter les gens qui détruisent la terre, que je vais être là pour vous aider, vous qui êtes là pour donner les coups, quoi. Je pense qu'il y avait un truc un peu comme ça. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ce personnage? Ah, oui. Mon Dieu, je crois que c'était. J'ai eu un gros blanc. Je suis à peu près sûr que c'était un nom extrêmement cliché. Je crois que c'est Michael Corrigan. Est-ce que, en contraste, du coup, tu pourrais nous parler d'un personnage peut-être plus récent, qui t'a marqué, que t'as eu l'occasion de jouer plusieurs fois ou quoi, et qui est plus représentatif à ton sens de ta pratique actuelle? En fait, il y en a deux qui sont dans la continuité d'un de l'autre, parce qu'ils ont vraiment marqué un tournant enfin, ils m'ont accompagné dans un tournant personnel, enfin, dans l'espèce de tournant personnel que j'ai l'impression de vivre en ce moment dans ma vie, dans ma vie personnelle, quoi. Et ils sont ces deux personnages qui sont du même jeu, que j'ai joué avec à peu près les mêmes gens, et en continuité. C'est-à-dire, on a fini une campagne, il y a eu une petite pause, et on a repris une campagne avec à peu près les mêmes gens, le même MJ dans le même jeu, avec un univers, enfin avec enfin une variante de cet univers qui était plus sombre. Et donc ces deux personnages m'ont beaucoup marqué. Je suis encore en train de digérer un peu les effets qu'ils ont eu, en fait. Je peux te décrire le jeu. C'est un jeu du coup qui a été inventé par le MJ qui nous le maîtrisait, qui est un pote que j'ai rencontré par l'intermédiaire de la canne, puisque oui, je fais de la canne de combat, voilà, et je promeus cet art martial dès que je peux. Donc du coup, il a inventé ce jeu. Il nous avait réunis à pas mal de gens pour une première table. On était, je crois, 6 joueurs, ce qui fait pas mal de monde autour d'une table. C'est un jeu Medfan. J'ai l'impression qu'il est très influencé par les animés dans son ambiance. Il y a aussi la manière dont on l'a joué.
j'ai pris un premier parti pris que je prenais pas souvent, qui était d'accepter de faire un personnage qui savait pas trop ce qu'il foutait là au départ. Donc j'ai dit, je vais jouer le stagiaire en fait, parce que le principe c'était on était des mercenaires dans une guilde d'aventuriers, vraiment en mode fairy tale un peu. Je me sentais pas plus inspiré que ça, donc j'ai dit, allez, je fais le stagiaire. Je sais que j'ai telle compétence, c'est cool, mais concrètement j'arrive et je sais pas ce que je veux foutre de ma vie et je vais me reposer sur les autres gens. Donc ça, c'était assez... Déjà, c'était pas un truc que j'avais fait déjà, je pense. Et c'était assez sympa parce qu'immédiatement, ça m'a mis en position d'être un peu daronné par dans le bon sens du terme pour le coup, par les autres joueurs. Où du coup, immédiatement, on prit une espèce de truc. Ah, je vais te montrer les ficelles, je vais t'apprendre des trucs, ce qui crée des situations vraiment sympas en fait. Autour de la table, tout simplement. En fait, c'est ce qui leur donnait l'occasion de briller en disant un peu des conneries que moi je prenais complètement au premier degré en plus. Donc c'était assez drôle et assez agréable à jouer. Et ce personnage m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup accompagné en fait parce qu'il a eu un problème que j'ai ou que j'avais et que j'ai encore dans ma vie personnelle, c'est qu'à un moment il s'est retrouvé dans des situations où il ne s'exprimait pas du tout. Et c'est-à-dire qu'en fait, même c'était un archétype de archer très dans la discrétion et tout, un sniper quoi, quasiment. Et dans sa personnalité, en fait, c'était quelqu'un qui s'exprimait pas beaucoup, pas du tout. C'est allé jusqu'à devenir extrêmement un problème on a beaucoup joué en fait cette campagne, on a joué assez longtemps. Et en fait, on a joué un gros arc qui était centré sur mon personnage. Donc, on allait dans la ville où j'ai grandi, on allait voir ma famille. Il y avait des problèmes avec ma famille, ma mère qui était emprisonnée, mon père qui avait un gros souci avec le leader du coin qui avait pris le pouvoir, etc. Et du coup, je me suis retrouvé, mon personnage, en plus, avait acquis récemment le pouvoir de devenir invisible, en fait en ne faisant, mais seulement si je faisais rien, c'est-à-dire si je faisais une action qui interagissait avec mon environnement, en fait, je brisais mon invisibilité, quoi. Donc le truc. Et du coup, je me suis retrouvé en position de rester invisible, essayer de récolter désespérément des informations sur ce qui se passait, au lieu de agir, poser les questions qu'il aurait fallu poser, ce qui a amené du coup mon personnage à perdre son père et à perdre sa sœur en fait. Ils sont morts, ils ont été tués par le fameux leader. En fait, c'est les soldats de, de ce type-là. En fait, ça m'a vraiment touché ça a touché mon personnage évidemment et moi-même ça m'a vraiment touché puis ça m'a vraiment ramené à cette problématique là que j'ai déjà rencontré, que je rencontre encore de ne pas s'exprimer, de ne pas poser de questions quand on a l'impression que c'est le moment de poser une question à quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc quelque part, un croisement entre l'inertie, le repli, Ouais, la difficulté du coup à parler de ce que tu ressens et de ce dont tu as besoin, exactement. et au final, peut-être quelque part aussi une forme d'anxiété autour de la peur d'agir trop vite en n'ayant pas assez d'informations ou pas assez d'éléments. Je pense que ce truc de agir trop vite en n'ayant pas assez d'informations, c'est l'excuse en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vois. Je pense que c'est l'excuse. Le double aspect que je vois moi, c'est peut-être une peur de pas m'exprimer, de pas exprimer des sentiments ou des choses que je ressens, ou tout simplement des choses que j'ai envie qui arrivent, par peur d'être jugé ou par peur du rejet ou de choses comme ça. Et, et le pendant de ça, c'est aussi ne pas oser poser certaines questions alors que intuitivement tu sens un problème. Je sais pas si ça t'arrive dans une conversation, tu as une intuition parfaite de qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de la personne, et tu sens qu'il se passe un truc et tu pourrais poser une question, tu vois, je veux dire, sur ce truc-là et adresser ce truc-là, tu sais que tu as raison en fait, mais tu le fais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit de prendre la décision de creuser, il s'agit de prendre la décision de potentiellement être indiscret, et c'est compliqué. D'être indiscret, d'être inconvenant, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc comme ça et en plus de remontrer à la personne que tu as remarqué qu'il y avait
que t'as remarqué une faille, en fait, tu vois ce que je veux dire, ou un truc qui lui faisait du mal, et que même si t'es pas mal intentionné en posant la question, puisque enfin voilà, il y a tout un truc, voilà, il y a tout un truc qui se met en branle, quoi. Et donc ça a résonné vachement en moi, en fait, la situation qu'a vécu ce personnage-là. Et du coup, ça s'est reflété déjà dans ma vie où j'étais vraiment mal. Puis c'est vraiment des questions voilà, qui ont été très présentes dans mon esprit ces derniers mois. Peut-être ça fait un an, ou peut-être un an ou deux, que vraiment ces questions sont hyper présentes dans mon esprit là. Et du coup, ça s'est traduit que mon personnage donc a passé par vraiment un moment hyper noir et a fini par abandonner son pouvoir d'invisibilité. Il l'a rendu à la divinité qui lui a donné. Et il a dit je veux plus me taire, je veux plus être invisible. Maintenant, je vais dire des trucs. Et ça s'est traduit et j'ai adoré ce moment parce que mon MJ a réagi. Je sais pas, est-ce que c'est son intuition ou c'est juste que lui trouvait ça cool dans l'heure qui a suivi le moment où il a abandonné ce pouvoir, où il a appelé la divinité, il lui a dit je te rends ça, je veux plus. Une autre divinité l'a contacté, qui est la divinité tutélaire de son espèce en gros, et qui est une déesse de l'ombre, dont le souci c'est la vérité, la vérité et la justesse des choses. Et elle lui a dit tu vas devenir mon champion et je vais t'accorder un pouvoir. Et en jeu, en gros, enfin hors jeu plutôt, mon MJ m'a dit bon ouais écoute, on a fini la session un peu après. Tu réfléchis au pouvoir que tu veux et si c'est pas trop abusé en termes de règles du jeu, tu vois, voilà, on en parle et tu as ce pouvoir. Et du coup, le pouvoir que j'ai décidé de donner à mon personnage, c'est un lien d'ombre. C'est qu'il peut projeter une flèche d'ombre en fait sur quelqu'un, et à partir du moment où la flèche d'ombre touche cette personne, lui et cette personne sont connectés, et les deux personnes sont obligées de dire la vérité. Et ils ne peuvent pas ne pas répondre si on leur pose une question. Voilà. Ils ne peuvent pas garder le silence et ils sont obligés de dire la vérité. Mais lui aussi. Donc c'est à double tranchant, tu vois. Comment s'appelait ce personnage? Il s'appelait Finn Edmundson. Toutes les sessions d'après, en fait, la psyché du personnage et les autres joueurs le voyaient, en fait, a complètement changé et c'est complètement orienté sur je vois que tu as un souci, je vais te poser des questions et je vais t'aider et on va parler et on va échanger et je vais te dire ce que je ressens et je vais te dire ce que je pense, etc. Donc déjà, c'est typiquement, je pense, ça doit être en haut de la liste des super pouvoirs que je voudrais avoir, je pense, ce pouvoir-là. Y compris avec ce qu'il a de double tranchant, en fait. Je vois. Quitte à ce que du coup, toi-même, ça t'oblige à poser des honnêtetés sur ce cas. C'est ça. Voilà, quitte à devoir, moi, me dévoiler, en fait. Et la deuxième conséquence, du coup, c'est le deuxième personnage auquel je pense, qui est donc le personnage donc dans le même univers, mais une version, on va être un espèce de futur alternatif de cet univers, qui était très sombre. Cette campagne entre nous, on l'appelle la campagne du trauma. C'est probablement, je pense, une des campagnes que j'ai préférées. Désolé, ours, ce n'est pas une campagne que tu nous as maîtrisée. Il n'y a pas de souci. Et c'est probablement une des campagnes, une de mes campagnes préférées de toute ma vie d'héroïsme pour l'instant. Et qui a été beaucoup plus courte, avec un cercle plus restreint, on était que 3 joueurs, avec une ambiance hyper sombre, mais où du coup, nos personnages étaient, dès la création, se connaissaient depuis des années, et on a mis en place, sans même faire de session zéro réellement, une ambiance de on va se soutenir les uns les autres et on va être dans on va être dans une entraide constante, et aussi en tant que joueur, on va se donner la place et le temps qu'il faut pour que nos personnages vivent les choses négatives ou les choses positives, mais il y avait beaucoup de négatifs parce que c'était vraiment compliqué, mais on va se donner la place pour vivre toutes ces émotions-là. Et on se les donnait, y compris le MJ, en fait, presque sans en parler, en fait, sans dire, ok, on va faire ça. Ça s'est mis en place, quoi. On avait besoin de ça tous ensemble, tous les quatre.
Et voilà, donc ça a été une campagne où il s'est passé des choses très dures. Le premier épisode, il y a eu une pluie de sang, des monstres ont envahi le village, tout le village a été décimé. Mon père a été donc mon père est devenu un monstre et du coup Olivier, un des joueurs avec moi, son personnage a tué mon père pendant que l'autre personnage cachait les yeux de mon personnage pour qu'il ne le voie pas. Et ma mère a été enlevée et on a passé toute la campagne à poursuivre la personne qui avait enlevé ma mère et aller de découverte en découverte macabre en fait quoi. Et pareil, ce personnage, donc c'est un personnage qui s'appelait Racine. Lui, pour le coup, j'ai fait, je crois, un espèce de pur cinnamon roll, mais vraiment total. C'était un personnage que j'ai joué dans un premier degré absolu et dans une innocence totale, en fait. Vraiment, quitte à aller jusqu'au danger, en fait. C'est un personnage qui avait genre une vingtaine d'années, mais que je jouais presque comme un enfant, en fait dans son rapport au monde, aux gens, dans son rapport à je vais poser les questions inconvenantes en fait et je vais les poser y compris aux autres joueurs et tout, ce qui était du coup très bien puisque on avait le personnage d'Olivier était un petit peu plus sombre, avait des traumas passés. Le personnage d'Alice était un prêtre qui était à la fois très bienveillant, mais qui avait une détestation totale des créatures maléfiques déformées par l'espèce de maladie qui ravageait le monde. Il est transformé en monstre. Et donc, en fait, ces trois personnages fonctionnaient très bien ensemble, et je crois que c'est à la fin de presque du deuxième scénario où moi je jouais cette espèce de c'était un homme cerf en fait, donc vraiment un personnage hyper grand, un peu frêle, avec des grands yeux innocents, et donc avec ses petits bois. Et les deux, à un moment, je sais plus ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, et les deux autres joueurs, je crois que j'ai raconté comment mon personnage en fait était en train de discuter avec un des autres personnages et s'est endormi sur l'épaule d'un des personnages en discutant en fait pendant la conversation, et les deux joueurs se sont regardés, se sont dit ok, on va protéger l'enfant quoi, c'est c'est notre but, on va protect the child. Et, et donc j'ai été dans cette position de ouais d'un peu l'enfant du groupe et donc un peu la part d'innocence du truc, et c'était vraiment bien puisqu'en plus l'essentiel de la campagne, comme que je te disais, a tourné sur retrouver ma mère, et est-ce qu'on va la retrouver en vie, est-ce qu'elle va être transformée en monstre, pourquoi elle a été enlevée, quel est le bail derrière. Et aussi ça a été une grande première pour moi parce que c'est, je pense, la première, ah non, c'est pas la première fois où mon personnage meurt, mais bon, ce personnage est mort à la fin de la campagne, en fait. Enfin, il est mort avant, mais concrètement, il y a eu une espèce de bail où il a été ressuscité par un espèce de pacte qu'il a fait avec une entité. Du coup, il a été ressuscité sous une forme de dryade, en gros. Mais ça a été entendu qu'il devrait retourner. Et donc, ce personnage est mort à la fin, donc à la fin de la campagne. En rejoignant une personne dont on a compris en fait qu'elle s'était sacrifiée pour sauver une partie de la région du monde, et ces derniers mots ont été vous ne serez plus seul désormais. Et je crois que j'ai fait chialer les trois autres personnes autour de la table, et moi-même également. Du coup, effectivement, le gros changement entre Finn et Racine, et notamment que Finn, de ce que tu m'en dis, en tout cas, a l'air d'être un personnage qui est marqué et dont le malaise tourne aussi autour de cette difficulté à parler, de cette difficulté à échanger, Ouais, alors que Racine est dans une honnêteté émotionnelle ouais, forte. ouais, et il a été, ouais, ouais. J'ai voulu vraiment le jouer, le jouer comme ça, vraiment en contraste complet. Enfin, ou en tout cas, c'est la continuité du film de la fin, en fait, quoi. Mais le film de la fin, son honnêteté, il l'a payé au prix fort, en fait. Parce que il s'est dit, si je le fais pas, ben, des gens meurent, en fait. Tu es par ailleurs, dans le monde réel, une personne qui fait l'expérience de l'anxiété. Oui, Tu n'es pas forcément toujours à l'aise en société, dans tous les cadres ou avec des inconnus ou tout ce genre de choses. oui. Est-ce que du coup, euh, faire l'expérience justement de ces difficultés à s'ouvrir ou justement tâtonner avec ce que tu peux avoir d'honnêteté, d'ouverture, de sincérité et de vulnérabilité aussi, euh, c'est quelque chose justement que tu as pu
avec lequel tu as pu jouer justement pour jouer avec un espace de fiction qui convient? Tu peux reformuler, pardon? Je suis désolé, ma question Non, était non, beaucoup trop longue. c'était un peu long et du coup Euh, j'ai perdu le fil. Est-ce que du coup avoir un espace de fiction où tu peux te permettre d'être plus vulnérable, c'est quelque chose qui t'a aussi aidé à tâtonner autour de ta propre anxiété et de tes propres difficultés sociales? Oui, je crois clairement, j'ai jamais autant expérimenté à travers mes personnages que ces derniers temps, en fait. Très clairement. D'accord. Tu as déjà fait partie de clubs de JDR? Non. D'accord, tu as toujours pratiqué dans un cadre amical. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé à jouer au JDR c'est mon cousin qui m'a initié au JDR. Donc au début, je jouais vraiment avec mon cousin, ma cousine, mes frères. Et après, j'ai joué avec des amis, des choses comme ça. J'ai joué quelques fois en convention, mais jamais dans un club régulièrement. Ouais. D'accord. Du coup, l'essentiel de ta pratique est une pratique qui s'est faite avec des gens en qui tu peux généralement plutôt avoir confiance Oui, et avec qui, du coup, il n'y a pas forcément ces malaises et ces anxiétés propres à, à un rapport social nébuleux. avec la nuance, la réponse est oui, mais avec la grosse nuance, c'est que je ne suis pas out, puisque je suis homosexuel, puisque ça je ne l'ai pas dit en me présentant, mais je ne suis pas out auprès de ma famille en fait. Tu n'es pas out auprès de ta famille, donc Voilà. tu as eu l'occasion de jouer avec des éléments, des gens de ta famille, Oui. sans que ceci soit, en ayant cet élément de masque. En ayant cet élément de masque, aussi, bah, du coup, fatalement, les notions de relation, les notions de sexualité, etc., sont beaucoup moins présentes quand je joue avec ces personnes-là que quand je joue avec des amis, quoi. D'accord. De fait, justement, je voulais aussi parler de ça, du fait que tu es, à quel âge as-tu compris ton identité homosexuelle? As-tu compris que tu préférais les hommes? Probablement vers 13-14 ans, je pense. Donc on est à peu près en train de parler des mêmes âges où tu as démarré le jeu de rôle. Oui, un peu avant. Est-ce que Donjons et Dragons t'a rendu homosexuel? Pardon. Euh, Complètement. Alors malheureusement, je n'ai pas commencé avec Donjons et Dragons, donc non. Mais alors peut-être Stormbringer m'a rendu homosexuel, complètement. non. Plus sérieusement, est-ce que tu as cette dualité de pouvoir utiliser l'espace fictif du jeu de rôle pour tester des éléments de ton identité, pour tester des éléments de ta psyché, Hmm. tout en ayant des éléments que tu inhibes selon la compagnie que tu entretiens, même à l'intérieur du jeu de rôle. Oui. C'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que dans le cadre de perso, je me penche pas mal sur la question des masques, à quel point on se fabrique des personnages et à quel point on occulte des éléments de nous, on en met d'autres en avant et à quel point on arrive à fonctionner avec différentes identités hors du cadre du jeu. Est-ce que, à part le cadre de la famille, il y a d'autres cadres où tu n'es également pas out? Par exemple, le travail, la canne ou des choses comme ça. Non. Non, en fait, c'est vraiment le seul cadre. Non, dans tous les autres domaines, il suffit de me connaître depuis à peu près un quart d'heure pour savoir, pour savoir. Mais Oui, effectivement, tu n'es pas spécialement timide à ce sujet. C'est de fait pas un sujet de timidité. non, et c'est pas un tabou du tout. Après, quand voilà, même avec des inconnus. C'est justement quelque chose qui me questionnait il y a peu. Toi, moi, des amis, avions eu l'occasion de partager certaines discussions assez perso, assez intimes sur certains aspects, et tu nous disais qu'un élément de l'identité homosexuelle et de la pratique homosexuelle, pas forcément hégémonique, chacun a son chemin, bien sûr, consiste à arriver à avoir une intimité avec des inconnus, avec des personnes que tu connais pas vraiment. Euh, et du coup, c'est des gens avec qui il va pas forcément y avoir de lien suivi,
autre que ce que chacun vient y chercher. Est-ce que l'anxiété existe dans ce cadre? Bizarrement, pas du tout. Je pense que c'est un des domaines où je suis le plus, enfin, à l'aise. Oui, où j'ai le moins peur, en fait. Je me considère pas comme quelqu'un de très courageux ni aventureux en général. Et même à la canne, l'anxiété est souvent présente quand je suis dans l'air de combat. C'est des choses sur lesquelles qui se sont beaucoup améliorées et la pratique du sport m'a aussi aidé, mais il y a encore des moments où c'est présent. Bizarrement, je crois que dès les débuts, en fait, c'est vraiment l'espace de la sexualité, la sensualité. C'est un des, ouais, j'ai pas de souci à être à l'aise en fait dans ce truc-là. C'est intéressant en soi, du coup, de voir que il existe des cadres dans lesquels t'exprimer directement en tant que toi-même, avoir cette anxiété-là a une exception, ne marche pas, n'est juste pas là et tu peux être plus directement toi-même. Est-ce que c'est aussi du coup un espace dans ta vie qui correspond à une expression sincère, à quelque chose de brut, quelque chose de vrai? Je pense, oui, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment un domaine de sincérité pour moi et c'est aussi un des domaines où c'est le plus facile pour moi d'être attentif à l'autre. Donc tu vois, on retrouve ce truc que je disais, tu vois, c'est à la fois s'exprimer et à la fois poser des questions quand il faut, tu vois. Et effectivement, je pense que c'est un des domaines où, ouais, ouais, peut-être je suis le plus où j'arrive à être sincère sans souci, en fait. C'est un domaine où tu arrives à te dévoiler, mais est-ce que c'est aussi du coup un domaine où tu arrives plus facilement à accepter qu'on prenne soin de toi? Tu définissais Racine comme un personnage qui avait des traits parfois purs et enfantins et qui était protégé par les autres comme un peu l'enfant du groupe. Et je ne peux pas m'empêcher de voir un contraste avec le personnage de Michael Corrigan que tu avais plus jeune, qui était clairement un personnage de soutien des autres, qui n'était pas au cœur des dynamiques, mais qui était là pour les encourager et s'assurer que leur dynamique aboutisse. Est-ce que du coup, tu dirais que justement dans ces espaces où tu peux être davantage toi-même, que ce soit donc un espace amical comme la campagne du trauma ou Grinder, tu as du coup plus de facilité dans cet échange, pas seulement à te dévoiler, à te montrer tel que t'es, mais aussi à accepter les questions qui viennent vers toi. Oui, oui, je pense, ouais, clairement. Euh, je mettrais la nuance, parce que tu as évoqué Grindr, je mettrais la nuance sur l'intimité, c'est-à-dire quand je suis face à face avec la personne. C'est-à-dire c'est pas la même chose sur l'appli que quand je suis face à face avec la personne. Sur l'appli, je peux encore avoir un peu de mal à aller vers des personnes qui m'attirent ou faire la démarche de d'aller parler à une personne, je vais être plus attentiste entre guillemets. Mais par contre, oui, dès que j'ai franchi la porte de l'appartement, quoi, où effectivement je suis à l'aise, quoi, en fait, je pense. Parce qu'effectivement, enfin, je me l'explique pas, en fait, vraiment, puisqu'effectivement, dans des situations sociales normales, je suis pas forcément la personne la plus à l'aise. Je pense que je suis pas non plus la personne la plus anxieuse socialement, ça va à peu près quand je suis surtout quand je suis avec des gens que je connais. Je me pose pas tant de questions que quand je suis avec des inconnus, mais ouais, mais je m'explique pas ce truc-là. Est-ce que tu as déjà été pris de court par la façon dont dont un événement en jeu t'a impacté hors jeu? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des parties où tu t'attendais à ce que les choses se passent avec une légèreté, avec une distance et au final sans grand engagement et au final les événements qui se passent en jeu t'ont un peu pris à revers et t'ont impacté plus que tu ne l'entendais?
Alors clairement, bon, l'histoire avec Finn, je m'y attendais. Enfin, j'étais pas forcément prêt à ça. Contrairement, ouais, à la campagne du trauma où là on savait dès le départ où on mettait les pieds. Pris à revers, je sais pas, pas vraiment, pas pris à revers, mais peut-être pris. Je pense à être pris en défaut en fait, peut-être. Je pense à la campagne de Nawal qu'on a joué ensemble, où très clairement je jouais un personnage du coup qui était centré sur l'intimité et la sexualité en fait. Enfin, très explicitement, c'est vraiment ce que j'avais décidé de jouer, c'est vraiment ce que je voulais explorer. Et il y a eu du coup des moments, surtout à mesure que la campagne avançait, où je me suis retrouvé pris en défaut de ressources en fait. Je n'arrivais pas à trouver en moi les trucs qui arrivaient à faire fonctionner ce personnage-là dans le groupe et à amener et à exprimer ce que j'avais envie d'exprimer avec ce personnage-là. Et du coup, il a adopté un visage beaucoup plus égoïste peut-être que ce que j'aurais voulu lui donner à la base. Donc c'était pas tellement voilà une surprise où on m'a pris un revers, c'est plus moi tiens je vais aller vers un truc et finalement ouf ouais j'ai pas trouvé toutes les clés sur le coup pour faire ce que je voulais quoi. Je vois tout à fait l'idée. Pour le coup, j'avoue que ma question était aussi un peu orientée parce que j'ai le souvenir du coup d'une partie qu'on a partagée sur sur une campagne que nous savions être tout à fait douteuse, qui était du coup la campagne Anatazerine, où j'ai souvenir du coup de toi venant dans mes messages me disant que c'était émotionnellement pas évident de traverser un moment de grande manipulation à l'intérieur de la fiction dans le scénario Le Pic d'Andalf, qui est effectivement pas un scénario brillant, on peut le dire, Ouais. et qui effectivement propose de passer à un moment où le maître du jeu ment aux joueurs, les personnages sont manipulés par un de leurs alliés, et ils peuvent à peu près rien y faire. Et c'est vrai que par rapport au reste du ton qu'on avait jusque-là, qui était assez léger, euh, ça nous a amené un moment à nous demander est-ce qu'on est encore en train de passer un bon moment là. Au point que quasiment tous les personnages ont été refaits après ce moment-là en fait. Mais de fait, un truc que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu es la seule personne à table qui a gardé son personnage après ce moment-là. Et tu es aussi la personne à table qui a été le plus direct avec moi sur ta communication de ton malaise autour de ça. Tu as été la personne la plus claire avec moi sur le fait que ceci ne doit pas se reproduire, ou alors tu serais juste contraint enfin, tu préférerais arrêter plutôt que de refaire face à ça. Et je trouve ça intéressant du coup, c'est-à-dire que les autres à table ont traversé ça et se sont dit, ok, c'est too much, ça doit s'arrêter là. On finit le scénario et on reprit un autre personnage. Alors que toi, pour le coup, effectivement, tu as bien mis les mots sur ce que tu traversais et sur le fait que tu atteignais une limite chez toi autour de ça. Et tu as gardé ton personnage, tu es resté dans ce personnage-là pour maintenir la dynamique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tes émotions autour de ça? Ouais, je pense qu'effectivement, j'ai pensé à ce moment-là aussi quand tu as posé ta question du début, mais j'ai pas été tellement surpris en fait par le pic. Je pense que j'étais pas dans une surprise parce que je te rappelle qu'une des phrases qu'on avait c'était encore un connard quoi, tu vois, ça fait encore beaucoup de connards. Donc du coup c'était une connardise de plus, tu vois, ce que je veux dire dans. Alors effectivement c'était un peu la connardise ultime. C'est pas tellement que j'ai été surpris par ce qui nous est arrivé, mais c'est vrai que j'ai dû mettre clairement les mots sur le fait que ça n'allait pas parce que ça tapait très précisément sur des trucs qui étaient très en problème, un problème très actuel, quoi, un problème très présent à mon esprit, qui était la perte du temps. Puisque c'était ça, quoi. C'est qu'en fait, nos personnages pensaient que 3 jours s'étaient passés, alors qu'en fait, il s'est passé 5 mois ou 6 mois. Et en plus, si tu vois, là, si tu rajoutes, comme tu disais, la manipulation par un ami, etc. Et en plus, il y avait la culpabilité de ne pas avoir remarqué
ce qui se passait, compris ce qui se passait suffisamment tôt pour agir dessus et tout. Donc ça m'a mis vraiment dans le mal en fait, ce truc-là quoi. Et ouais, vraiment cette histoire de perdre du temps, tu l'as dit, j'ai 40 ans et vraiment un des déclics, des changements que j'essaie de mettre en œuvre dans ma vie, c'est aussi ça quoi. C'est allez maintenant on va arrêter de faire des conneries et on va essayer on va arrêter de perdre du temps quoi justement. Et c'est vrai que j'ai gardé mon personnage de Mademoiselle Turnip, mais je pense que ça a été plus facile de garder ce personnage parce qu'elle était construite beaucoup sur du seum en fait. Et c'était essentiellement une grosse sculpture de sel. Et elle était en fait construite sur un espèce de trauma d'origine en fait, puisque j'avais dit dès le départ qu'elle avait été enlevée par le fameux nécromancien dont je pensais qu'il allait en fait intervenir beaucoup dans la campagne, enfin intervenir tout court dans la campagne, mais pas du tout, pas du tout. Donc, nous avons même compris que cette campagne ne nous concernait pas. En fait, nous n'étions pas les personnages principaux de cette histoire. Hein, voilà. Je veux dire, excuse-moi, mais je veux dire, quelle naïveté d'avoir créé un personnage en lien avec le background dans l'espoir que la campagne allait essayer de communiquer avec moi. Hein, voilà. Vraiment, je pense que je suis naïf. J'avais pas compris le principe du jeu de rôle. Donc du coup, je pense que ça a été plus facile pour Mademoiselle Turnip de rester après ça, en fait, parce qu'elle était elle était déjà basée sur un truc. Elle était déjà remontée contre ce qui se passait, en fait. Elle était déjà remontée contre ce qui se passait à cause de ce truc de j'ai été enlevé dans mon enfance par des gens, par quelqu'un qui finalement pour qui je n'étais qu'un accessoire vers le pouvoir ou je ne sais quoi. Et son éducation a été puisqu'elle avait été dans une école de magie où en gros on lui avait appris que le meilleur truc qu'elle pouvait faire en tant que femme et pas de la bonne société, c'était de se rendre utile auprès des puissants. Et voilà. Et donc, si tu rajoutes à ça le fait qu'on avait trouvé la prophétie où immédiatement elle a fait nope, une prophétie, pas du tout. Et donc ça en plus, ah mon dieu, des cons, encore un con qui nous manipule, encore des événements qui se foutent de nous en tant qu'être humain en fait, ou en tant que naine, en l'occurrence pour Mademoiselle Turnip qui se fout de nous, enfin qui se fout du fait qu'on soit des personnes avec des souffrances, des sentiments, des envies, qui est enfin, juste complètement la métaphore de cette campagne en fait. Hein. Je veux dire, c'est typiquement ce que fait cette campagne à ses joueurs en fait. Elle se fout de ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont à dire. Elle a son histoire à raconter et elle la racontera sans toi. Hein. Donc effectivement, étant basé sur ce principe-là que je vais prendre qui que ce soit qui est derrière tout ça et je vais forcer cette personne à me regarder, à me dire, je suis une personne en fait, je suis pas un jouet dans ta prophétie, je suis pas deux lignes dans une histoire. C'était peut-être plus facile pour Turnip de rester sur elle et ça a été assez marrant pour le coup. Ça a été un peu ça a été un peu dur aussi de se dire ah tous les personnages auxquels elle était attachée sont partis parce que en plus on avait établi ce truc que j'aimais bien qui était mon personnage était un peu plus vieux et elle avait connu d'autres personnages depuis le bébé en fait. Les autres personnages autour de la table elle les avait connus bébé, elle s'était occupée d'eux et ça créait une relation vraiment sympa. J'aimais beaucoup ça et du coup repartir avec des nouveaux personnages qu'elle connaissait pas du tout a été compliqué, mais du coup ça a été marrant puisque ça m'a permis de la réintroduire, genre à moitié dingue en fait, errant en se disant je vais errer jusqu'au bout du monde et de toute façon puisqu'on est dans une prophétie le plot va bien finir par me tomber sur la gueule et je vais l'attraper et je vais lui mettre un coup de pied dans les couilles quoi. Donc, euh, donc ça m'a permis de réintroduire ce personnage comme ça et c'était plutôt sympa quoi. C'est quelque chose aussi que je trouve intéressant, c'est-à-dire que autour de la table, c'était certes une table virtuelle, mais autour de cette table, toi tu étais l'aîné d'entre nous, et dans la fiction, tu étais le personnage aîné aussi, significativement plus vieux que les autres, avec du coup un rapport peut-être un peu blasé à pas mal de choses, et en étant aussi quelqu'un d'assez protecteur des autres personnages. C'est quelque chose que je trouve aussi assez intéressant à croiser avec les autres personnages dont tu m'as parlé un peu plus tôt, parce que là aussi,
on fait face à des enjeux justement dans quelle mesure tu crois en la possibilité que ça se passe bien, dans quelle mesure tu as la foi de développer quelque chose de positif, dans quelle mesure tu es juste paralysé par les choix que tu dois faire et tu préfères juste rester immobile et te taire et intérioriser, ou dans quelle mesure tu saisis le destin par le callback et tu l'obliges à cracher ce qu'il a à dire. J'y vois en fait des éléments parallèles, et je trouve intéressant de voir que d'un côté tu me parles de la charnière que tu as pu vivre entre Finn et Racine. Il y a une continuité, véritablement, avec le moment où tu as mis des mots sur quelque chose que tu traversais dans le monde réel, et où ça a servi de tremplin pour créer le Racine tel que tu en avais besoin. Et d'un autre côté, Mademoiselle Turnip, qui est un personnage que tu as fabriqué avec des gens que tu connaissais pas. Parce que cette campagne, on l'a démarrée à un moment où nous-mêmes te connaissions à peine. Et il y a eu du coup dans ce moment, dans ce scénario compliqué, peut-être une des premières occasions pour nous de discuter proprement et de poser nos mots sur nos émotions et de se montrer vulnérable aussi, de se faire confiance avec ça. Et aussi du coup une charnière qui permet ensuite à Mademoiselle Turnip, en restant le même personnage, d'avoir quand même une expression différente, une sincérité différente, et un besoin d'arrêter de se taire, d'arrêter d'intérioriser quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai qu'elle était très, très intériorisée aussi. C'était un personnage avec pas mal de retenue autour de ce qu'elle ressentait euh, aussi, ouais. Au début, c'était compliqué, ouais. Ce que je veux dire autour de tout ça, ce où je t'amène, je crois, c'est dans quelle mesure l'âge adulte est un panorama sur lequel on va être amené à évoluer tard. À titre personnel, c'est un truc qui me fascine. Le fait que j'avais la sensation, quand j'avais 17 ans, que les gens de 25 ans ont tout compris, ils sont adultes, ils sont sur des rails, ça se passe bien. Et on se rend compte en arrivant près de ces âges-là qu'absolument pas du tout, on continue à apprendre des choses. Est-ce que toi, du coup, tu as ce rapport à l'âge adulte? Est-ce que tu as la sensation de continuer à avoir des bouleversements qui t'amènent à changer les choses, qui t'amènent à tâtonner, qui t'amènent à continuer à évoluer et à apprendre? Et est-ce que le JDR a un rôle là-dessus? Par exemple, typiquement, ce que tu as vécu avec Finn, ce que tu as vécu avec Mademoiselle Turnip, est-ce que ces éléments font partie de ce que tu continues à traverser en tant qu'adulte qui continue à tâtonner avec ce à quoi il fait face? Ouais, ouais, complètement. Enfin, complètement, je suis en train de changer et, et je pense que je vais continuer encore à changer probablement encore pendant des années. Puisque j'avais déjà même commencé à changer rien que physiquement avant, enfin depuis quelques années, euh, et physiquement, socialement, maintenant voilà émotionnellement. Et clairement, oui, là ces derniers mois, cette dernière année, très clairement, le jeu de rôle, ça m'accompagne complètement. C'est vraiment un espace d'expérimentation, d'expression, et il peut y avoir, oui, des surprises de ah, c'est marrant quand je joue un personnage vulnérable et que les gens prennent soin de moi, c'est intéressant quand les gens m'apprennent des choses. C'est drôle. Quand je prends les trucs complètement au premier degré et que je les exprime complètement au premier degré, ça les fait rire aussi. Donc ouais, je pense que ces situations imaginaires finalement en fait, mais réelles quand même, puisqu'elles sont quand même partagées avec d'autres gens qui sont eux bien réels, elles m'outillent, elles m'arment en fait. Tu as du coup des expériences dans le jeu de rôle qui font écho à certains vécus, et tu as des masques sociaux qui existent. Tu vas montrer des choses selon en compagnie de qui tu es, ce qui semble entièrement normal, mais tu fais l'expérience de l'honnêteté et de tes besoins d'honnêteté et de tes besoins de moins te cacher, de moins te mettre en retrait avec le JDR. C'est pas mal, hein. À 40 ans, faire l'expérience de l'honnêteté, c'est pas. Il est jamais trop il, tard. il Il est est temps, jamais hein. trop Il est temps. tard. Mais est-ce que du coup, sur certains aspects de ta vie
où il reste encore du retrait, il reste encore du masque, il reste encore de la retenue, tu penses que il y aura moyen de continuer à avancer, de continuer à te dévoiler davantage? Et par exemple, puisque c'est un masque dont on a parlé ici, euh, est-ce que, est-ce que tu te verrais avancer vers la possibilité d'être out auprès de ta famille? Ça a toujours été une grande. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une question que je me pose depuis que j'ai 15 ans, quoi. Depuis que je sais que je suis gay, quoi. Et la réponse est oui. Je sais pas comment et ni quand, en fait. De toute façon, c'est des choses qui doivent se faire euh, selon ta cadence, quand toi tu le sens et tout ça, bien sûr, il n'y a aucune pression. Mais je trouve ça intéressant justement de voir que dans la fiction, tu as senti le poids de certaines digues et la nécessité de les faire craquer. Et je me demande du coup ce que ça pose comme rapport au reste des digues que tu as dans ta... Ouais, très clairement, ça interroge en fait, oui, les relations que j'ai avec les personnes réelles dans ma vie en fait, et cette relation-là en particulier avec ma famille, elle reste interrogée en fait, ou elle reste à interroger quoi, clairement. Et c'est vraiment là un chemin sur lequel je sens que je suis qu'au début en fait, parce que ça fait longtemps que les lignes de communication sont un peu brouillées. Il y a aussi ce truc où c'est difficile quand tu connais quelqu'un depuis longtemps de, de la voir en fait sous son jour actuel. Il y a, c'est un truc, ça fait partie des plusieurs trucs qui m'obsèdent, mais qui est sur ce thème de la sincérité en fait. Il y a T.S. Eliot qui a écrit une pièce que j'adore qui s'appelle The Cocktail Party, qui parle de gens qui se trompent, de gens qui se mentent à eux-mêmes et à leurs partenaires, etc. Il y a un personnage en fait de psychiatre qui intervient là-dedans. Euh, et notamment, les choses qu'ils disent, c'est qu'une des solutions pour vivre dans une certaine sincérité, c'est rencontrer les autres, y compris soi-même, en fait, comme si on les rencontrait pour la première fois. C'est-à-dire se faire la charité d'accepter que on n'est pas la même personne tous les jours, en fait, presque, et qu'on est bah, du coup certainement pas la même personne qu'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans ou 40, quoi. Et je pense que c'est plus dur avec ses parents, clairement, tu vois. Forcément. Voilà. Du coup, à l'égard de ceci, je me pose quand même une question à laquelle tu vas probablement pouvoir répondre. Est-ce que, même si ça n'avait pas intégré la fiction, est-ce que Michael Corrigan était homosexuel? C'est une bonne question. Je n'ai pas... Ça n'a pas intégré la fiction. Je pense que dans ma tête, il était probablement homo ou bi, ouais. Et du coup, est-ce que tu serais capable aujourd'hui de jouer Michael Corrigan? Mon Dieu. Je essaierai de le jouer moins cliché, peut-être. Mais non, en vrai, non. Enfin, ouais, non, c'est chou, en fait, hein. Tu vois, c'est chou, quoi. Un musicien irlandais avec son frère flic et tout, qui va dessouder des démons qui polluent la planète. Ouais, ouais, clairement. D'accord, il reste suffisamment de résonance en Michael Corrigan, malgré le cadre dans lequel tu as pu le jouer et Ouais, le... ouais, je pense il pourrait être chou ce personnage à jouer, tu vois, Yes. avec une table cool, ouais. Écoute, Jonathan, je te propose qu'on avance doucement vers une conclusion. J'aimerais surtout savoir, est-ce que pour toi la pratique du JDR est un genre de miroir tendu, que ce soit quelque chose qui te renvoie directement ton propre reflet, ou quelque chose qui renvoie un contraste de toi, une, un négatif en quelque sorte, et en quoi? C'est pas un contraste, clairement. J'ai vraiment pas l'impression de mettre en JDR des choses qui ne sont pas moi, quoi. Et je suis pas sûr de pouvoir jouer un personnage qui soit vraiment très, 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 très éloigné de moi. Donc c'est vraiment pas un contraste. Donc s'il y a un miroir dans JDR, peut-être.
Mais j'ai jamais vu ça comme un moyen de m'observer moi-même, en fait. Peut-être pas sur le moment, mais j'ai l'impression que souvent on repense à des choses a posteriori et on se dit ah mais en fait. Oui, a posteriori, clairement, a posteriori, ouais, c'est un bon moyen de s'observer probablement, ouais. Dernier élément, Jonathan, quelle question est-ce que tu aurais aimé que je te pose? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'idée. Il y a aucun problème, on est bon. Eh bien écoute, je pense qu'on peut s'arrêter doucement là. Jonathan, je te remercie d'être venu sur Perso pour parler de ton expérience de jeu, ton expérience de vie et du rapport entre les deux. Merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Capsule. Merci à tous d'avoir écouté et n'hésitez pas à liker, commenter, laisser des notes, vous étaler, vous rouler dedans, ce que vous voulez, car ça nous aide beaucoup. Capsule est une société de production de podcasts toulousaine et nous sommes toujours à l'écoute de nouveaux projets. Alors n'hésitez pas à nous contacter, on vous accompagne tout au long du processus de production du podcast et nous prenons en charge toutes les étapes du processus qui vous ennuient. Alors n'hésitez pas à faire appel à nous, nous écouterons avec attention et plaisir votre projet de podcast. En attendant, vous pouvez toujours donner des sous-sous à Nicolas Roussel, ça fait toujours plaisir. Le lien vers son Ko-fi est en description. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perso. C'était Perso, une production Capsule.